Tu fais pas le ramadan? Bah non. Bah si, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu veux boire quoi? Tu crois que je vais pas boire, mais en fait, je ne vais pas boire, mais tu vas me servir quelque chose. Servir, tu veux quoi? Alors tu sais que je suis un bon Gaulois, donc tu vas me donner ma corne. Ouais. Tu sais que mon nom La gaulois, noire? c'est Litanos. Ouais. Voilà. Et tu veux quoi Et dedans? tu vas me mettre un truc bien fort. Tiens, la vodka là, qui est là, ça me semble pas mal. Là. La blanche? Ouais, la blanche. Elle Un est petit bonne, drapeau celle-là. français dessus, ça doit être bien. Il paraît que c'est fait avec du raisin en plus. Du raisin? Donc c'est la vodka qui doit être bien meilleure que les autres. Mais on va pas dire le nom, hein, on n'a pas le droit pour la publicité. Alors tu sais que j'arrive pas à l'ouvrir. Tu peux vrai l'ouvrir s'il te Bon, plaît? alors moi, je suis pas un pro des Alors. alcools, mais je vais t'apprendre une chose. Ouais. C'est que... C'est que on devrait faire tous les deux de la musculation. c'est que on va changer de marque. Tu vas me passer l'autre. Bah, L'autre tant pis pour eux. La Bon, jaune. elle est un peu plus chère, c'est pas grave, ça Voilà. me dérange pas. Hein. Bon, on va mettre juste une goutte. Juste une goutte. Ah, juste une goutte. Tu me Une mets, mais goutte. tu vas voir. C'est très important parce que tu vas voir que tout ça, ça va remonter à Pas une des énormément. contributions de la civilisation islamique et arabe. Voilà, c'est bon. Merci. En fait, j'ai un panari au bout du doigt. Donc, l'une des inventions des Arabes, c'est l'alcool Ouais. pour la médecine. Mais c'est juste une Oui, c'est petite pas en plus. allusion à leur contribution, une de leurs nombreuses contributions à la culture européenne. Ouais. C'est d'avoir lancé et diffusé la connaissance de la désinfection et de l'alcool dans le monde. Voilà. Et en parlant Ça fait un d'Europe, peu mal, hein, ça pique. en parlant d'Europe, tu te présentes sur la liste de l'UDMF, l'Union Ouais. des démocrates musulmans français. Oui. Tu es en quelle position? Le numéro 15. Numéro 15. Je ne me suis pas battu pour être dans les premiers. Ouais. C'est- Alors tu sais quand même qu'on devait faire un débat, avec le Ouais, Rassemblement il est où? national Ouais. ou un représentant de Debout la France. On les a contactés tous les deux. On a eu voilà, des réponses. Et quand chacun a demandé ton nom, qu'est-ce que tu faisais, sur quelle liste, et ben là, il n'y avait plus de réponse. Donc du coup, j'ai dû préparer une interview. D'accord. Tu leur avais donné mon nom? Ouais, Ils ont Jean peut-être eu peur Prévost. d'un Français de souche. C'est peut-être ça. Ouais. Oui. Et il y a des musulmans français, il y a des Français musulmans. Comme je dis souvent, il faut que les Européens se fassent à l'idée qu'il y a des musulmans européens et il faut que les musulmans se fassent à l'idée qu'il y a des Européens musulmans. C'est le grand dilemme devant lequel se présentent ces différentes communautés. Alors du coup, comme tu te C'est présentes... bon, hein, je suis bien C'est bon désinfecté. Ouais, C'est tu bon peux ranger la corne si tu veux. Non, je te la laisse devant, on sait jamais. Comme tu te présentes aux élections européennes, j'ai regardé ton programme pour m'informer. Notre programme, toute une équipe. Toute une équipe de l'UDMF. Il y a 7 parties, les 7 défis capitaux. C'est en référence avec les 7 péchés capitaux. Voilà, parce que c'est presque un péché d'être musulman dans notre pays. Donc voilà, on s'est dit, tiens, on va faire un petit jeu de mots, on va parler de nos 7 défis capitaux. C'était vraiment pour ça? Oui, tout à fait, une petite allusion. Ouais. Alors, tu commences par exemple, vous commencez par l'écologie. Oui. J'aimerais quand même te poser une question sur l'écologie parce que vous, l'UDMF, vous voulez mettre fin à la pollution plastique. Comment tu comptes la mettre Alors, en c'est place? déjà, on parle bien du niveau européen, Oui. par une lutte contre l'action des lobbies. On a pu voir dans plusieurs émissions le rôle des lobbies dans la protection des industries qui utilisent le plastique. Et donc, il s'agit de renforcer le contrôle des lobbies et de lutter contre ces lobbies. Ça concerne autant les plastiques que le glyphosate et tous les autres produits toxiques que l'on subit au cours de l'année. Et quand tu dis lobby, Oui. tu as des noms au moins? Parce que lobby, les jeunes qui nous regardent par exemple, ne savent pas vraiment peut-être ce que c'est. Alors un qu'est-ce que lobby. c'est? Ça peut être l'association des industries chimiques, ça peut Ouais. être l'association des industriels du plastique, l'association des fabricants d'emballage. Voilà, ce sont souvent des associations qui sont financées par plusieurs entreprises souvent concurrentes. Ouais. On peut prendre l'exemple de Coca-Cola, Pepsi-Cola, le groupe Orangina, et qui vont financer cette association pour la promotion ou la défense du recyclage du plastique et du ramassage par les citoyens des plastiques. Alors, le deuxième point du programme de l'UDMF, c'est le défi éthique. Alors le défi éthique, en fait, on va vite arriver aux mauvaises pratiques des entreprises en Ouais. termes financiers, notamment en termes fiscaux. La lutte contre l'évasion fiscale. Donc, nous, une de nos grandes priorités, vu les montants dont on parle, 60 à 80 à 100 milliards d'euros, c'est la lutte contre l'évasion fiscale. Vous l'organisez comment ça? L'évasion fiscale, il faut bien se rappeler qu'il y a l'évasion fiscale illégale et puis il y a celle qui est la À plus peu massive, près, qui est l'optimisation fiscale. Ouais. Alors, en fait, on a identifié récemment un moyen d'action et de pression très intéressant sur les groupes. La valeur d'une entreprise repose sur sa rentabilité.
Oui. Si vous avez une entreprise qui est peu rentable, elle ne vaut pas beaucoup. Donc ça vaut le coup de la nationaliser. Et le peuple français va essayer ensuite de la rendre un peu plus rentable, en arrêtant par exemple de payer des prix de cession interne très élevés à une filiale basée, ou plutôt une holding basée à Amsterdam ou au Luxembourg. Et vous voulez donc nationaliser les entreprises? Ça serait déjà indiqué que certaines entreprises nous intéressent car leur rentabilité par rapport à leur enjeu est particulièrement basse. Quelles entreprises vous voulez nationaliser? On va donner quelques exemples, mais on peut parler de Total, on peut parler de... tiens, on a découvert que Renault faisait une bonne partie de ses profits vers une holding en Hollande aussi. On peut parler de toutes ces... essentiellement, ces deux sociétés pour nous sont très... Engie peut-être? Peut-être Engie, je ne sais pas. Je n'ai pas toute la liste, on n'a pas encore fait ça. Mais on vient en fait d'identifier ce moyen de pression qui est tout à fait basé sur les méthodes comptables. Une entreprise qui gagne peu, vaut peu, on peut la racheter au prix comptable affiché et donc la nationaliser à bon coût pour le peuple français. En parlant d'entreprise, vous voulez mettre en place un SMIC européen? Un SMIC européen, c'est-à-dire que dans... Alors, nous, on aime beaucoup, alors j'espère que lui, il ne va pas se départir de nous, mais Emmanuel Todd, et donc nous avons étudié son dernier livre « Où en sommes-nous ?», dans lequel en fait il analyse les inégalités aux États-Unis en montrant qu'elles sont énormes. Après, il les rapporte à chaque pays européen en disant qu'elles sont moindres, mais lorsqu'on prend l'Europe dans son ensemble, elles sont pires qu'aux États-Unis. Si vous prenez le SMIC bulgare par rapport au SMIC luxembourgeois, vous avez des écarts monstrueux. Donc pourquoi? Alors tout ça c'est essentiellement au profit de l'industrie allemande qui s'est créée sa petite Chine à l'est de l'Europe. Et donc l'Europe qui était à l'origine un projet commun d'épanouissement et d'enrichissement de l'ensemble des Européens est devenue en fait une sorte de chasse. C'était un projet de paix, mais un projet aussi d'abondance et de richesse, puisque c'était même le tout premier projet, c'était l'Europe de l'acier et du charbon, donc c'était vraiment très économique. Donc cette Europe-là est devenue en fait une sorte de chasse gardée de l'industrie allemande qui, entre autres, dont les intérêts sont de maintenir bas les salaires de l'Europe de l'Est, et ces salaires progressent très peu par rapport à ce que, par exemple, les salaires espagnols ont pu progresser, ainsi que les salaires portugais, dans le début des années 80. Mais le problème du SMIC européen, c'est que du coup, les cotisations patronales vont augmenter, en tout cas peuvent augmenter, donc moins d'embauches, donc plus de chômage, Alors, le SMIC européen ne va pas s'implanter brutalement et d'un coup. Vous savez qu'en Allemagne, vous avez encore, entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, ça fait maintenant 30 ans qu'ils se sont réunis, et bien, il y a toujours des différences de traitement en termes de chômage, en termes de sécurité sociale. C'est vrai qu'il y a moins de chômeurs, mais il y a plus de personnes qui gagnent très peu. Oui, c'est ça. Donc là, l'objectif, c'est de remonter par paliers progressivement et d'arriver aussi à une diffusion peut-être d'industries un peu plus valorisantes en Europe de l'Est pour permettre à ces pays de bénéficier de la richesse de l'Europe et notamment de l'Allemagne. Oui. L'Allemagne qui est considérée comme c'est le grand pays. Alors moi, je suis un grand germanophile, mais je trouve que les dernières évolutions de l'Europe n'ont été quasiment qu'au profit de l'Allemagne, en effet. Alors le troisième point de votre programme, du programme de l'UDMF, c'est le vivre ensemble. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas mis en premier? Alors pourquoi on ne l'a pas mis en premier? C'est qu'avant de vivre ensemble, il faut savoir où on va vivre ensemble. Donc si la Terre est déjà déserte, eh bien, on ne pourra pas vivre ensemble. Donc c'est déjà important de sauver G, la Terre, et après ceux qui sont sur la Terre, donc tous les micro-organismes et Quand vous la l'êtes biosphère. comme Jacques Cheminade, on va tous sur Mars? Non, ça je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, parce qu'il va falloir en revenir et vous ne pourrez jamais revenir de Mars pour le moment. Donc, Dans le vivre ensemble, il y a la lutte contre les discriminations. C'est l'un des points majeurs de votre programme. Alors nous, ce qui nous a fait réagir, on en parlera un petit peu après, bon, on parle de l'islamophobie, mais c'est aussi la montée des populismes qui ne visent pas que les musulmans. Cette montée des populismes est par exemple, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, c'est aussi une réduction des libertés publiques, c'est aussi la réduction des droits des minorités comme les gitans, les roms, ce que l'on voit en Hongrie aussi, c'est la lutte contre l'avortement, c'est des États qui veulent remettre en cause le droit à l'avortement comme en Pologne. Donc vous voyez, ce vivre ensemble, c'est aussi la possibilité pour chaque individu de la communauté européenne d'être respecté. Et vous proposez quoi pour lutter contre ces discriminations?
Alors déjà, nous, on veut renforcer les droits et les pouvoirs de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, Oui. c'est quelque chose qui me semble très important. C'est quand même un dernier recours qui est très puissant et on aimerait renforcer encore cette puissance. Ça, c'est quelque chose de très important. On voudrait aussi que les règles d'adhésion à l'Union européenne soient vraiment mises en place et dedans, il y a créé un organisme de certification de la dimension démocratique de tel ou tel pays. Parce que quand on parle de la Hongrie, on est loin des ratios démocratiques. Quand on parle de la Turquie actuelle, on est loin des ratios aussi et des règles de démocratie. Donc là, tu l'acceptes Donc pas. c'est pas parce que c'est une Turquie et c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'on les refuserait, c'est parce qu'ils ne respectent pas la démocratie. Et donc là, ce serait vous au pouvoir, ce serait non. Ah bah, tant que la démocratie n'existe pas réellement et qu'il y a des gens, 10 000 personnes qui sont arrêtées de façon unilatérale en Turquie, ce serait non. Et à partir du moment où la Turquie retourne à un état de démocratie, ça serait oui. En parlant de discrimination, il y a l'inégalité homme-femme qui fait débat avec Marlène Schiappa qui s'en occupe, en tout cas qui représente. Comment vous y remettiez? L'égalité homme-femme. Alors déjà, la plus grosse inégalité sont les salaires. Hein. C'est pas les foulards. Hein. Donc ça serait déjà bien de se battre. Oui, je sais, mais j'en parle parce que Marlène Schiappa, elle en parle souvent, ça a l'air de l'obséder. Des foulards? Oui, des foulards. Donc le sujet principal, c'est les inégalités de salaire. Alors après, c'est très complexe parce que c'est aussi par rapport aux fonctions. C'est-à-dire que c'est facile de dire, bah, tiens, tous les salaires sont égaux, mais en fait, les femmes se retrouvent qu'avec des fonctions subalternes. Donc en fait, tout repose aussi sur l'organisation du travail dans les entreprises qui doit permettre aux femmes de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions. Alors il y a déjà des encouragements, notamment dans les conseils d'administration, il faut continuer, il faut renforcer ça, mais il faut aussi faciliter et faire, à mon avis, de la formation haute, parce que les femmes se mettent souvent en retrait. Donc il faut créer des groupes d'émulation pour développer leur mise en avant et les encourager à se mettre en avant. Le point prochain, c'est la défense. Vous voulez sortir de l'OTAN? Oui, oui. Parce que l'OTAN... Et vous voulez mettre en place une puissance militaire européenne? L'Union européenne de la défense, tout à fait. Donc ça nous semble beaucoup plus logique. Pour le moment, on voit très bien que les États-Unis ne sont pas clairement à 100% nos alliés. Ils le disent eux-mêmes, ils nous surveillent. La CIA a espionné tous les dirigeants allemands et français. Et les États-Unis ne nous respectent pas et nous reprochent de ne pas dépenser suffisamment. Donc, quitte à dépenser, autant dépenser pour nos propres armements et pour notre propre autonomie de défense. Et pour pouvoir avoir des forces de propulsion à l'étranger en fonction de nos propres besoins. Mais du coup, si on a imaginons qu'on a un problème, on a des problèmes, il y a moins de pays qui peuvent venir nous aider, les États-Unis ne s'occuperont du coup pas de nous. Mais les États-Unis ne s'occuperaient pas de nous. Il n'y aurait pas de nouveaux débarquements en Normandie, du coup. Oui, mais c'est pas évident qu'avec Trump, les États-Unis fassent quelque chose pour l'Europe si Poutine y rentre. Pour le moment, par exemple, par rapport à l'Ukraine, les Allemands ont plus réagi que les Américains. La relation avec les États-Unis vont devenir tendue? Elle est déjà un petit peu tendue. Mais encore plus tendue. Oui, elle sera un peu plus tendue. Mais après, on va leur expliquer que c'est mieux d'avoir un allié qui ne leur coûte rien et qui est indépendant que d'avoir un satellite qui leur coûte cher et qui râle. Vous voulez faire, là c'est le prochain point, c'est le point d'après, vous traitez de l'islamophobie. Oui. Alors, vous voulez faire une loi contre l'islamophobie? Tu sais que l'islamophobie, c'est un terme qui n'est même pas encore accepté et reconnu par les ministères et les administrations. Donc on avait un Manuel Valls qui disait que ça n'existe pas ce terme-là. Et maintenant, on a toujours ce refus de prendre en compte déjà le terme de islamophobie. Et du coup, toi, avec l'UDMF, vous luttez? Donc nous, ce qu'on veut, c'est que toute phobie, homophobie, antisémitisme, islamophobie, tout ça, ça doit être condamné et ça doit être puni. Donc l'islamophobie, on a quand même des discours actuellement, notamment tout ce qui est ces théories de grand remplacement qui sont complotistes, qui sont fausses, devraient être pénalisées. Et pour le moment, ces gens-là... Et ça serait quoi les punitions? Après, comment? Les condamnations? Oui, c'est des amendes à peu près à la même échelle que pour le... oui, pour le moment, c'est que des amendes. Après, s'il y a des actes d'islamophobie, parce que c'est par échelle, puisqu'on a des jeunes femmes qui portent le foulard, qui se font agresser, physiquement, même là, c'est des condamnations encore plus... Ce serait une chose aggravante, un élément aggravant de la condamnation. Parce qu'il y aurait agression physique et islamophobie. Donc, ce serait une peine aggravée. Le dernier point, c'est la presse. Pourquoi voulez-vous mettre dans la poche pour les élections? Vous êtes dit on va parler de la presse comme ça? Alors, notre dernier point fait la boucle avec le deuxième point, c'est-à-dire avec l'éthique et avec le contrôle des grands groupes. Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé quand même, c'est que ce contrôle des grands groupes
amène à un enrichissement de plus en plus accéléré des plus riches. Là, il faut lire absolument Piketty qui explique comment ça se fait. C'est très simple, c'est que ces gens-là ont les moyens de se faire entourer des meilleurs conseillers en termes financiers. Ils ont donc des rendements sur leurs placements qui sont déjà énormes, qui sont plus élevés que les rendements des autres. Donc, ça s'accélère. Et donc, ces personnes-là, comme le système leur plaît bien, ont tout de suite compris qu'il fallait contrôler les cerveaux et que pour pouvoir garder ce système et qu'il perdure, et parmi les méthodes pour contrôler les cerveaux, il y a le contrôle de la presse. Et donc on a 90% de la presse française qui est contrôlée par des super riches. Vous voulez instaurer une forme de dictature du coup? Oh non, c'est pas du tout ça. Après, le contrôle de la presse, ça peut aller vite. Ah oui, non, c'est pas ça, c'est le contrôle de la presse pour qu'elle ne fasse pas partie uniquement de certaines personnes. Et de certains. Renationaliser du coup. C'est pas renationaliser, c'est favoriser la diversité dans le contrôle du capital des sociétés de presse, voilà, pour qu'il n'y ait pas une personne dominante qui impose ses vues. Ah, merci Jean, je vais devoir te laisser parce que le problème c'est que je dois fermer le bar. Bon, bah écoute, en tout cas merci pour le petit traitement médicinal. Ça a bien marché, j'ai l'impression. Ça a bien marché? Ah ouais, Ça a guéri? Ça a dégonflé. Ouais. C'est le principal, merci Jean. Voilà.